Lettre 44. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Partagez ma joie, ma belle amie, je suis aimé, j'ai triomphé de ce cœur rebelle. C'est en vain qu'il dissimule encore, mon heureuse adresse a surpris son secret. Grâce à mes soins actifs, je sais tout ce qui m'intéresse. Depuis la nuit, l'heureuse nuit d'hier, je me retrouve dans mon élément, j'ai repris toute mon existence, j'ai dévoilé un double mystère d'amour et d'iniquité. Je jouirai de l'un, je me vengerai de l'autre, je volerai de plaisir en plaisir. La seule idée que je m'en fais me transporte au point que j'ai quelque peine à rappeler ma prudence, que j'en aurai peut-être à mettre de l'ordre dans le récit que j'ai à vous faire. Essayons cependant. Hier même, après avoir écrit ma lettre, j'en reçus une de la céleste dévote. Je vous l'envoie, vous y verrez qu'elle me donne le moins maladroitement qu'elle peut la permission de lui écrire. Mais elle y presse mon départ, et je sentais bien que je ne pouvais le différer trop longtemps sans me nuire. Tourmenté cependant du désir de savoir qui pouvait avoir écrit contre moi, j'étais encore incertain du parti que je prendrais. Je tentai de gagner la femme de chambre, et je voulus obtenir d'elle de me livrer les poches de sa maîtresse, dont elle pouvait s'emparer aisément le soir, et qui lui était facile de replacer le matin sans donner le moindre soupçon. J'offris 10 louis pour ce léger service, mais je ne trouvais qu'une bégueule, scrupuleuse ou timide, que mon éloquence ni mon argent ne purent vaincre. Je la prêchai encore quand le souper sonna, il fallut la laisser, trop heureux qu'elle voulût bien me promettre le secret, sur lequel même vous jugez que je ne comptais guère. Jamais je n'eus plus d'humeur. Je me sentais compromis, et je me reprochais toute la soirée ma démarche imprudente. Retiré chez moi, non sans inquiétude, je parlais à mon chasseur qui, en sa qualité d'amant heureux, devait avoir quelque crédit. Je voulais ou qu'il obtînt de cette fille de faire ce que je lui avais demandé, ou au moins qu'il s'assurât de sa discrétion. Mais lui, qui d'ordinaire ne doute de rien, parut douter du succès de cette négociation et me fit à ce sujet une réflexion qui m'étonna par sa profondeur. Monsieur sait sûrement mieux que moi, me dit-il, que coucher avec une fille, ce n'est que lui faire ce qui lui plaît. De là à lui faire ce que nous voulons, il y a souvent bien loin. Le bon sens du maraud quelquefois m'épouvante. Alors ça c'est une citation de Piron dans Métromanie. Alors je me suis renseigné et vous apprendrez que la Métromanie de Alexis Piron est une pièce de théâtre du XVIIIe dans lequel le personnage principal, un certain Damis, a la manie de faire des vers à tout bout de champ et à tout propos. Voilà. Et a priori, derrière, il se moquerait de Voltaire. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je reprends donc cette citation. Le bon sens du maraud quelquefois m'épouvante. Je réponds d'autant moins de celle-ci, ajouta-t-il, que j'ai lieu de croire qu'elle a un amant, et que je ne la dois qu'au désœuvrement de la campagne. Aussi, sans mon zèle pour le service de monsieur, je n'aurais eu cela qu'une fois. C'est un vrai trésor que ce garçon. Quant au secret, ajouta-t-il encore, à quoi servirait-il de lui faire promettre, puisqu'elle ne risquera rien à nous tromper ? Lui en reparler ne ferait que lui mieux apprendre qu'il est important, et par là lui donner plus d'envie d'en faire sa cour à sa maîtresse. Plus ses réflexions étaient justes, plus mon embarras augmentait. Heureusement, le drôle était en train de jaser, et comme j'avais besoin de lui, je le laissai faire. Tout en me racontant son histoire avec cette fille, il m'a appris que,
Comme la chambre qu'elle occupe n'est séparée de celle de sa maîtresse que par une simple cloison qui pouvait laisser entendre un bruit suspect, c'était dans la sienne qu'ils se rassemblaient chaque nuit. Aussitôt je formai mon plan, je le lui communiquai et nous l'exécutâmes avec succès. J'attendis 2 heures du matin, et alors je me rendis, comme nous en étions convenus, à la chambre du rendez-vous, portant de la lumière avec moi, et sous prétexte d'avoir sonné plusieurs fois inutilement. Mon confident, qui joue ses rôles à merveille, donna une petite scène de surprise, de désespoir et d'excuse que je terminai en l'envoyant me faire chauffer de l'eau dont je feignis avoir besoin, tandis que la scrupuleuse chambrière était d'autant plus honteuse que le drôle qui avait voulu renchérir sur mes projets l'avait déterminée à une toilette que la saison comportait mais qu'elle n'excusait pas. Une toilette que la saison comportait mais qu'elle n'excusait pas. Comme je sentais que plus cette fille serait humiliée, plus j'en disposerais facilement, je ne lui permis de changer ni de situation ni de parure. Et après avoir ordonné à mon valet de m'attendre chez moi, je m'assis à côté d'elle sur le lit qui était fort en désordre, et je commençai ma conversation. J'avais besoin de garder l'empire que la circonstance me donnait sur elle. Aussi conservai-je un sang-froid qui eût fait l'honneur à la continence de Scipion. Parenthèse. Alors la continence de Scipion, n'est-ce pas ? C'est un épisode que nous raconte Tite-Live, auteur de la Rome antique. Et donc Scipion l'Africain, il renonce à une jeune fille de grande beauté qui faisait partie de son butin après la prise de Carthage. Donc la continence de Scipion, n'est-ce pas, c'est le fait de se retenir, hein, à l'inverse de l'incontinence où là on laisse sortir. Bref, aussi conservai-je un sang-froid qui eût fait honneur à la continence de Scipion, et sans prendre la plus petite liberté avec elle, ce que pourtant sa fraîcheur et l'occasion semblaient lui donner le droit d'espérer, je lui parlais d'affaires aussi tranquillement que j'aurais pu le faire avec un procureur. Mes conditions furent que je garderais fidèlement le secret, pourvu que le lendemain, à pareille heure à peu près, elle me livrât les poches de sa maîtresse. Au reste, ajoutai-je, je vous avais offert 10 louis hier, je vous les promets encore aujourd'hui. Je ne veux pas abuser de votre situation. Tout fut accordé, comme vous pouvez croire. Alors je me retirai et permis à l'heureux couple de réparer le temps perdu. J'employai le mien à dormir, et à mon réveil, voulant avoir un prétexte pour ne pas répondre à la lettre de ma belle avant d'avoir visité ses papiers, ce que je ne pouvais faire que la nuit suivante, je me décidai à aller à la chasse, où je restai presque tout le jour. À mon retour, je fus reçu assez froidement. J'ai lieu de croire qu'on fut un peu piqué du peu d'empressement que je mettais à profiter du temps qui me restait, surtout après la lettre plus douce que l'on m'avait écrite. J'en juge ainsi sur ce que madame Rosemonde, m'ayant fait quelques reproches sur cette longue absence, ma belle reprit avec un peu d'aigreur. « Ah ! Ne reprochons pas à monsieur de Valmont de se livrer au seul plaisir qu'il peut trouver ici. » Je me plaignis de cette injustice, et j'en profitai pour assurer que je me plaisais tant avec ces dames que j'y sacrifiais une lettre très intéressante que j'avais à écrire. J'ajoutai que, ne pouvant trouver le sommeil depuis plusieurs nuits, j'avais voulu essayer si la fatigue me le rendrait, et mes regards expliquaient assez et le sujet de ma lettre et la cause de mon insomnie. J'eus soin d'avoir toute la soirée une douceur mélancolique qui me parut réussir assez bien et sous laquelle je masquais l'impatience où j'étais de voir arriver l'heure qui devait me livrer le secret qu'on s'obstinait à me cacher. Enfin, nous nous séparâmes, et quelque temps après, la fidèle femme de chambre vint m'apporter le prix convenu de ma discrétion.
Une fois maître de ce trésor, je procédai à l'inventaire avec la prudence que vous me connaissez, car il était important de remettre tout en place. Je tombai d'abord sur 2 lettres du mari, mélange indigeste de détails de procès et de tirades d'amour conjugal que j'eus la patience de lire en entier, et où je ne trouvais pas un mot qui eût rapport à moi. Je les replaçai avec humeur, mais elle s'adoucit en trouvant sous ma main les morceaux de ma fameuse lettre de Dijon soigneusement rassemblés. Heureusement, il me prit fantaisie de la parcourir. Jugez de ma joie en y apercevant les traces bien distinctes des larmes de mon adorable dévote. Je l'avoue, je cédai à un mouvement de jeune homme et baisais cette lettre avec un transport dont je ne me croyais plus susceptible. Je continuai l'heureux examen, je retrouvai toutes mes lettres de suite et par ordre de date, et ce qui me surprit plus agréablement encore, fut de retrouver la première de toutes, celle que je croyais m'avoir été rendue par une ingrate, fidèlement copiée de sa main, et d'une écriture altérée et tremblante, qui témoignait assez la douce agitation de son cœur pendant cette occupation. Jusque-là, j'étais tout entier à l'amour. Bientôt, il fit place à la fureur. Qui croyez-vous qui veuille me perdre auprès de cette femme que j'adore ? Quelle furie supposez-vous assez méchante pour tramer une pareille noirceur ? Vous la connaissez ? C'est votre amie, votre parente, c'est Madame de Volanges. Vous n'imaginez pas quel tissu d'horreur l'infernale mégère lui a écrit sur mon compte. C'est elle, elle seule, qui a troublé la sécurité de cette femme angélique. C'est par ses conseils, par ses avis pernicieux que je me vois forcé de m'éloigner. C'est à elle, enfin, que l'on me sacrifie. Ah, sans doute il faut séduire sa fille. Mais ce n'est pas assez. Il faut la perdre. Et, puisque l'âge de cette maudite femme la met à l'abri de mes coups, il faut la frapper dans l'objet de ses affections. Elle veut donc que je revienne à Paris ? Elle m'y force ? Soit, j'y retournerai. Mais elle gémira de mon retour. Je suis fâché que Danceny soit le héros de cette aventure. Il a un fond d'honnêteté qui nous gênera. Cependant, il est amoureux et je le vois souvent. On pourra peut-être en tirer parti. Je m'oublie dans ma colère et je ne songe pas que je vous dois le récit de ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenons. Ce matin, j'ai revu ma sensible prude. Jamais je ne l'avais trouvée si belle. Cela devait être ainsi. Le plus beau moment d'une femme, le seul où elle puisse produire cette ivresse de l'âme dont on parle toujours et qu'on éprouve si rarement, est celui où, assuré de son amour, nous ne le sommes pas de ses faveurs. Et c'est précisément le cas où je me trouvais. Peut-être aussi l'idée que j'allais être privé du plaisir de la voir servait-elle à l'embellir ? Enfin, à l'arrivée du courrier, on m'a remis votre lettre du 27, et pendant que je la lisais, j'hésitais encore pour savoir si je tiendrais ma parole. Mais j'ai rencontré les yeux de ma belle, et il m'aurait été impossible de lui rien refuser. J'ai donc annoncé mon départ. Un moment après, Madame de Rosemonde nous a laissés seuls, mais j'étais encore à 4 pas de la farouche personne que, se levant avec l'air de l'effroi, « Laissez-moi, monsieur !» m'a-t-elle dit. « Au nom de Dieu, laissez-moi !» Cette prière fervente, qui décelait son émotion, ne pouvait que m'animer davantage. Déjà, j'étais auprès d'elle, et je tenais ses mains qu'elle avait jointes avec une expression tout à fait touchante. Là, je commençais de tendres plaintes, quand un démon ennemi ramena Madame de Rosemonde.
La timide dévote, qui a en effet quelques raisons de craindre, en a profité pour se retirer. Je lui ai pourtant offert la main qu'elle a acceptée, et, augurant bien de cette douceur qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps, tout en recommençant mes plaintes, j'ai essayé de serrer la sienne. Elle a d'abord voulu la retirer, mais sur une instance plus vive, elle s'est livrée d'assez bonne grâce, quoique sans répondre ni à ce geste ni à mes discours. Arrivé à la porte de son appartement, j'ai voulu baiser cette main avant de la quitter. La défense a commencé par être franche, mais un Songez donc que je pars, prononcé bien tendrement, l'a rendue gauche et insuffisante. À peine le baiser a-t-il été donné, que la main a retrouvé sa force pour échapper, et que la belle est entrée dans son appartement où était sa femme de chambre. Ici finit mon histoire. Comme je présume que vous serez demain chez la maréchale de Nananana, où sûrement je n'irai pas vous trouver, comme je me doute bien aussi qu'à notre première entrevue, nous aurons plus d'une affaire à traiter, et notamment celle de la petite Volange que je ne perds pas de vue, j'ai pris le parti de me faire précéder par cette lettre, et, toute longue qu'elle est, je ne la fermerai qu'au moment de l'envoyer à la poste, car au terme où j'en suis, tout peut dépendre d'une occasion, et je vous quitte pour aller les pieds. Point. PS à 8 heures du soir. Rien de nouveau, pas le plus petit moment de liberté, du soin même pour l'éviter. Cependant, autant de tristesse que la décence en permettait, pour le moins. Un autre événement qui peut ne pas être indifférent, c'est que je suis chargé d'une invitation de Madame de Rosemonde à Madame de Volanges, pour venir passer quelque temps chez elle à la campagne. Adieu ma belle amie, à demain ou après-demain au plus tard. Lettre du 28 août. Lettre 45. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Monsieur de Valmont est parti ce matin, madame. Vous m'avez paru tant désirer ce départ que j'ai cru devoir vous en instruire. Madame de Rosemonde regrette beaucoup son neveu, dont il faut convenir qu'en effet la société est agréable. Elle a passé toute la matinée à m'en parler avec la sensibilité que vous lui connaissez. Elle ne tarissait pas sur son éloge. J'ai cru lui devoir la complaisance de l'écouter sans la contredire, d'autant qu'il faut avouer qu'elle avait raison sur beaucoup de points. Je sentais de plus que j'avais à me reprocher d'être la cause de cette séparation, et je n'espère pas pouvoir la dédommager du plaisir dont je l'ai privée. Vous savez que j'ai naturellement peu de gaieté, et le genre de vie que nous allons mener ici n'est pas fait pour l'augmenter. Si je ne m'étais pas conduite d'après vos avis, je craindrais d'avoir agi un peu légèrement, car j'ai été vraiment peiné de la douleur de ma respectable amie. Elle m'a touché au point que j'aurais volontiers mêlé mes larmes aux siennes. Nous vivons à présent dans l'espoir que vous accepterez l'invitation que monsieur de Valmont doit vous faire, de la part de madame de Rosemonde, de venir passer quelque temps chez elle. Nous vivons à présent dans l'espoir que vous accepterez l'invitation que monsieur de Valmont doit vous faire, de la part de madame de Rosemonde, de venir passer quelque temps chez elle. J'espère que vous ne doutez pas du plaisir que j'aurai à vous y voir, et en vérité, vous nous devez ce dédommagement. Je serais fort aise de vous trouver cette occasion de faire une connaissance plus prompte avec mademoiselle de Volanges, et d'être à portée de vous convaincre de plus en plus des sentiments respectueux que j'ai pour vous, car, etc., etc., etc. Lettre du 29 août. Lettre 46. Le chevalier d'Ancenis à Cécile Volanges.
Que vous est-il donc arrivé, mon adorable Cécile? Qui a pu causer en vous un changement si prompt et si cruel? Que sont devenus vos serments de ne jamais changer? Hier encore, vous les réitériez avec tant de plaisir. Qui peut aujourd'hui vous les faire oublier? J'ai beau m'examiner, je ne puis en trouver la cause en moi, et il m'est affreux d'avoir à la chercher en vous. Ah! Sans doute, vous n'êtes ni légère ni trompeuse, et même dans ce moment de désespoir, un soupçon outrageant ne flétrira point mon âme. Et même dans ce moment de désespoir, un soupçon outrageant ne flétrira point mon âme. Cependant, par quelle fatalité n'êtes-vous plus la même? Non, cruelle vous ne l'êtes plus. La tendre Cécile, la Cécile que j'adore et dont j'ai reçu les serments, n'aurait point évité mes regards, n'aurait point contrarié le hasard heureux qui me plaçait auprès d'elle, ou si quelque raison que je ne peux concevoir l'avait forcée à me traiter avec tant de rigueur, elle n'eût pas au moins dédaigné de m'en instruire. Ah! Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, ma Cécile, ce que vous m'avez fait souffrir aujourd'hui, ce que je souffre encore en ce moment. Croyez-vous donc que je puisse vivre et ne plus être aimé de vous? Cependant, quand je vous ai demandé un mot, un seul mot pour dissiper mes craintes, au lieu de me répondre, vous avez feint de craindre d'être entendu, et cet obstacle qui n'existait pas alors, vous l'avez fait naître aussitôt par la place que vous avez choisie dans le cercle. Quand, forcé de vous quitter, je vous ai demandé l'heure à laquelle je pourrais vous revoir demain, vous avez feint de l'ignorer, et il a fallu que ce fût Madame de Volanges qui m'en instruisit. Ainsi, ce moment toujours si désiré qui doit me rapprocher de vous, demain ne fera naître en moi que de l'inquiétude, et le plaisir de vous voir, jusqu'alors si cher à mon cœur, sera remplacé par la crainte de vous être importun. Déjà, je le sens, cette crainte m'arrête, et je n'ose vous parler de mon amour. Ce « je vous aime » que j'aimais tant à répéter quand je pouvais l'entendre à mon tour, ce mot si doux qui suffisait à ma félicité, ne m'offre plus, si vous êtes changé, que l'image d'un désespoir éternel. Je ne puis croire pourtant que ce talisman de l'amour ait perdu toute sa puissance, et j'essaie de m'en servir encore. Alors là, il y a une note de bas de page de l'auteur, de Choderlos de la Clos, qui dit « Ceux qui n'ont pas eu occasion de sentir quelquefois le prix d'un mot, d'une expression consacrée par l'amour, ne trouveront aucun sens dans cette phrase. » Oui, sur le talisman de l'amour. Le « je vous aime » qui est un talisman de l'amour. Je reprends. Oui, ma Cécile, je vous aime. Répétez donc avec moi cette expression de mon bonheur. Songez que vous m'avez accoutumé à l'entendre, et que m'en priver, c'est me condamner à un tourment qui, de même que mon amour, ne finira qu'avec ma vie. Lettre du 29 août.